Bonjour. Bien. Bonjour. Bonjour mademoiselle, allez-y, asseyez-vous, installez-vous. Merci beaucoup. Bien, donc on va dans un premier temps se présenter. Donc moi je suis Anne Rivière, la directrice du programme Grande École et je vais être le président de ce jury. Dimitri Léconnier, rédacteur en chef de Mage en Prépa. Enchantée. Bien, donc comme vous le savez, dans cet entretien, on va d'abord vous écouter sur le texte que vous avez choisi. Donc vous allez nous donner peut-être la référence de ce texte pour un échange d'à peu près 5 minutes. Et puis ensuite, on passera de façon plus classique à un échange sur votre projet, vos motivations, ce qui vous amène à être avec nous ce matin. Pas de souci. Ça vous va ? Oui, ça me va bien. Eh ben, donc je vais effectivement noter la référence du texte que vous avez choisi. Et puis ensuite, dès que vous êtes prête, on peut y aller. Ok, donc c'est l'article numéro 7. Après la femme, voilà l'objet féminin. D'accord, très bien. Merci. Cet article de presse, il a été écrit par Sylvie Bourreau et il est paru dans l'Atlas des femmes en 2021. Et donc c'est un article d'opinion car elle donne son avis sur un sujet concret. Et plus précisément, c'est un débat sur l'objectification de la femme parce qu'en effet, les femmes sont associées plutôt au sentiment de désir, de plaisir. Elles sont associées à leur corps et à la sensualité et pas vraiment à leur esprit. En tout cas, c'est ce qui est dit dans l'article. Et par exemple, ils prennent l'exemple des mannequins au XVIIIe siècle où c'était déjà des bustes de femmes en fait. Donc elles étaient déjà vues comme ceci. Donc basé sur le physique et apparemment c'est encore plus le cas maintenant dans notre société actuelle à cause, peut-être grâce aux réseaux sociaux. Ça relève également qu'il y a un nouveau phénomène qui est l'objectification de la nature même de la femme. Donc, en plus de son physique, maintenant on objectifie même son état d'esprit, sa mentalité. Et ça prend l'exemple des intelligences artificielles qui ont souvent des voix féminines. Par exemple, Siri de Apple a une voix féminine. On peut changer dans les modes la voix, mais quand on achète l'iPhone, effectivement, c'est une voix féminine. Et l'auteur explique qu'en fait, c'est parce que y a des qualités humaines qui sont plus attitrées à la femme qu'à l'homme. Donc la compassion, la gentillesse, etc., c'est plus attitré à la femme, et c'est pour ça que les IA ont des voix féminines. Et ce serait apparemment le seul moyen qui a été trouvé pour faire passer des émotions à travers des intelligences artificielles, c'est en utilisant la voix de la femme. Et on peut voir que c'est un problème parce que du coup ça donne une image de la femme un peu spéciale, c'est-à-dire la femme un peu docile, malléable, parce qu'on lui demande de faire ce qu'on veut. Mais cependant, il y a aussi un autre côté dans le sens où du coup maintenant les femmes, elles utilisent aussi ce côté objectification comme une force. Elles le revendiquent, par exemple sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram. Il y a la trend du body positive, où les femmes revendiquent ce côté où elles sont connues pour leur corps ou pour leur qualité. Et donc du coup, ça peut aussi leur permettre, en revendiquant ça, de se détacher de ça encore plus. Donc moi, comme enjeu, j'ai relevé surtout que c'était une question d'égalité. Pourquoi ce serait toujours la femme qui serait considérée comme un objet et pas vraiment l'homme. Et mon point de vue sur l'article, c'est que je suis d'accord avec l'auteur, mais je suis pas forcément d'accord dans le sens où je trouve que c'est également le cas des hommes, en tout cas de plus en plus. Par exemple, si on regarde des pubs Calvin Klein ou Dior, c'est souvent des hommes grands, musclés, 1m80, physiquement beaux, qui sont pas vraiment reconnus non plus pour leur qualité intellectuelle, qui sont reconnus pour leur physique. Et ça arrive de plus en plus. Et je trouve qu'on en parle moins parce que, effectivement, c'est moins un sujet de société que l'égalité homme-femme. Sauf que du coup, si on demande ça pour les femmes, il faudrait le demander pour les hommes également. Donc c'est pour ça que je suis pas totalement d'accord avec l'article. Et en fait, pour moi, c'est pas vraiment le culte de la femme ou de l'homme parfait. Pour moi, c'est surtout le culte d'un modèle. En fait, c'est le culte d'un modèle parfait, que ce soit un homme ou une femme, qui doit respecter certains critères. Et pour moi, ça pourrait un peu prendre fin avec justement le body positive et le fait que les gens essaient d'un peu se détacher de ça et de compter sur autre chose que sur les apparences physiques. Et donc, moi, j'ai choisi cet article de presse-là parce que je suis une femme et que ça m'est déjà arrivé dans ma vie professionnelle, on va dire, d'avoir des opportunités qui m'ont été proposées ou qui m'ont été enlevées à cause de ça. Qu'on m'ait déjà fait des remarques
par exemple, si j'ai déjà eu des bonnes notes ou quoi, qu'on me dise « Ah, mais c'est parce que t'es jolie » ou des choses comme ça. Et je trouve ça ultra dénigrant parce que c'est pas grâce à mon physique, c'est parce que j'ai travaillé. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi cet article-là, parce que je trouve que ça représente quand même pas mal la situation actuelle. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc moi j'avais une première question autour de ce sujet. Finalement vous nous avez bien montré effectivement l'enjeu sociétal, enfin, qui est un peu multidimensionnel, hein, puisqu'il y a la dimension égalité homme-femme, il y a aussi effectivement toute cette thématique autour de la mise en scène ou la réduction à une image sur les réseaux sociaux. Mais il y a un point sur lequel je voulais un petit peu revenir, qui me semble-t-il est dans l'article, qui est sur cette idée liée à l'intelligence artificielle du féminin comme objet émotionnel, ou comme le fait que finalement l'émotion serait majoritairement féminine. Est-ce que vous pensez que ça c'est quelque chose qui fait un écho à votre expérience, à votre vision des choses, ou est-ce que vous trouvez que sur ce volet aussi l'article va un petit peu trop loin en associant effectivement cet objet émotionnel au féminin seulement? En fait, je suis assez d'accord avec l'article dans le sens où quand on pense à quelque chose qui nous rassure, quelque chose de calme et tout, on a tendance à penser par exemple à nos mères, pas forcément à nos pères. Le père, ça va plutôt être l'homme protecteur, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment juste une question de... C'est ancré dans les mentalités des gens. Je pense pas que ce soit vrai, en fait. Parce que, par exemple, une mère qui a élevé seule son enfant, elle va assumer les deux rôles. Donc, il y a les deux sentiments qui sont associés à cette personne-là. Donc, pour moi, c'est plutôt que c'est ancré dans les esprits des gens, mais que c'est pas forcément vrai. C'est pas parce que je suis une femme que je vais être très aimable et très sympathique avec tout le monde et que je vais pas avoir beaucoup de caractère. Je pense que c'est vraiment juste ce que les gens se sont habitués à se dire, mais que c'est pas forcément la réalité. À la fin de la présentation, vous avez parlé d'opportunités professionnelles qui vous ont été proposées, soit parce que vous étiez une femme, soit au contraire que vous n'avez pas pu saisir, précisément pour la même raison. Est-ce que vous pouvez un peu expliciter ce point ? Oui, par exemple, moi je suis présidente du B2 de ma prépa à Saint-Brieuc, et quand je me suis présentée, j'ai été élue, et on m'a dit que j'avais été élue parce que en fait j'ai fait un discours, une présentation quoi, où j'avais été sympa, etc., où je présentais mon programme. Et j'ai déjà eu des remarques comme quoi j'avais été élue parce que j'étais bien habillée ce jour-là, parce que j'avais un grand sourire, parce que j'avais l'air sympathique. Et pas du tout parce que j'avais proposé des idées claires et nettes et que les gens, en fait, avaient pas du tout écouté mon programme. Donc tout le monde ne m'a pas dit ça, mais on m'a déjà fait la réflexion là-dessus. Je trouve ça un peu dénigrant parce que c'est pas quelque chose qu'on dirait à quelqu'un d'autre qu'à une femme. Ou par exemple, quand j'ai dit que j'étais en prépa, les gens me disaient « Ah, t'as pas du tout le profil pour être en prépa ?» parce que je suis quelqu'un d'assez sociable et que j'aime bien sortir et que je souris souvent, ou je sais pas vraiment pourquoi, mais on m'a dit « T'as pas le profil de quelqu'un qui est en prépa. Je te verrai plus en fac ou machin, à faire des soirées, à sortir. » Mais c'était clairement juste basé sur mon physique et sur mon attitude, pas vraiment sur ce que je pensais ou sur mon travail, quoi. Donc voilà. Bon, donc les clichés ont la vie dure. Et est-ce que vous, pour terminer sur cette première partie et faire le lien avec la suite, est-ce que vous pensez que dans votre vie professionnelle future, finalement, ces sujets d'égalité homme-femme ou ces potentielles remarques sexistes que vous avez perçues, vous pensez que c'est quelque chose qui va encore perdurer dans votre futur environnement professionnel, ou vous pensez que ce sont des sujets sur lesquels les entreprises ont effectivement, alors au travers d'initiatives et ou au travers de la loi, progresser et évoluer? Pour moi, en tout cas, je pense que ça va évoluer dans le sens où même les mentalités changent. Je me suis pris des remarques comme ça, effectivement, mais ça m'arrive pas tous les 4 matins. Ça m'arrive pour des gros événements ou des choses comme ça, et surtout, c'est une infime portion de gens qui pensent ça, et c'est pas du tout le reste des gens. Donc en fait, pour moi, il y a une évolution des mentalités, que ce soit en cours, même je pense en école de commerce, ça doit être quand même, je sais pas, je suis pas encore en école, mais je pense que ça doit être quand même pas mal à raviver le fait que tout le monde est égaux. Donc je pense que ça arrive de moins en moins, et puis maintenant quand on regarde, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont effectivement PDG, etc. Il y en a pas encore assez, mais il y en a de plus en plus, et je pense qu'on va vers un monde beaucoup plus égalitaire, et je pense que je serais moins affectée maintenant que si c'était il y a 30 ans et que j'avais voulu me présenter dans une grande entreprise.
Très bien. Je vous propose de passer. Vous avez commencé à nous donner des éléments sur vous-même et sur ce que vous avez fait, mais je vous propose de parler de vous. Donc, on va vous laisser la parole pour juste une première présentation assez brève, et puis bien sûr ensuite on sera plutôt dans une dynamique d'échange pour mieux vous connaître et mieux savoir finalement ce qui vous amène ici aujourd'hui. Ok, donc moi je m'appelle Léna Chauvin. J'ai 19 ans, je suis étudiante en prépa ECE à Saint-Brieuc. Je passe actuellement l'oral de TBS parce que j'ai choisi de faire une grande école de commerce. Et voilà. C'est déjà pas mal. Vous évoquiez tout à l'heure aussi le fait que vous avez souhaité être président de votre BDE. Simplement, pourquoi ça? C'est quelque chose d'assez altruiste, a fortiori en prépa où on a beaucoup de choses à faire par ailleurs. Pourquoi vous avez souhaité justement vous présenter au BDE? Parce qu'en fait, c'était une petite prépa à Saint-Brieuc. Par exemple, là, en deuxième année, dans ma classe, on était 16. Donc ça va, c'est pas non plus une très grande prépa. Mais il y avait beaucoup d'étudiants en ECS, donc scientifiques. Et nous, on est restés surtout en ECE. Et en fait, je trouvais ça dommage qu'on connaisse que les première et deuxième année, du coup, des personnes qui faisaient prépa ECE, et pas du tout les gens qui faisaient prépa scientifique, parce qu'on les voyait jamais. Et c'était aussi une des raisons pour lesquelles je voulais me présenter, pour qu'on puisse être un peu plus réunis tous ensemble. Et surtout que je pense que tous les étudiants de prépa peuvent se reconnaître quand je dis que la prépa, c'est dur. C'est vraiment dur. Et du coup, d'avoir un petit moyen de décompression, par exemple le BDE qui va organiser une soirée la veille des vacances pour que tout le monde se retrouve et tout, je trouvais ça assez important. Et vu que là, il était un peu laissé... Enfin, ça faisait 2 ans qu'il y avait quasiment plus personne qui s'en occupait. Je trouvais que c'était important de le reprendre. Donc, on l'a repris. Après, c'était vraiment un petit BDE. On n'était que 9 dedans. Donc, c'était tranquillou. Et surtout, il y avait le Covid. Donc, on n'a pas pu organiser énormément de choses parce que quand je suis arrivée en première année, restriction sanitaire oblige, on n'a pas pu faire vraiment de week-end d'intégration, de soirées comme d'habitude et tout. Maintenant, on a quand même réussi à organiser des choses sympas pour les élèves, donc j'espère que ça n'en aura plus, quoi. Et alors, cette expérience vous a donné envie, dans le futur, de vous engager dans la vie associative ? Oui, beaucoup. Vraiment. Je suis déjà engagée de base dans la vie associative, mais en dehors des écoles ou quoi, je suis bénévole au Secours populaire français. Alors, je suis pas bénévole de mon plein gré. C'est bizarre de dire ça comme ça. Mais en fait, il va falloir nous en dire un petit peu plus. En fait, c'est parce que ma grand-mère, elle est bénévole là-bas depuis que je suis toute petite. Et en fait, au lieu d'aller à la garderie, moi, j'allais avec elle au Secours populaire. Donc, quand j'avais 3 ans, j'étais déjà là-bas. Et du coup, après, ça m'a donné envie moi-même de m'impliquer dans cette cause parce que j'ai été élevée là-dedans. Donc, j'ai trouvé ça super important pour moi. Donc, depuis que j'ai 14-15 ans, j'essaie d'y aller le plus souvent possible. Donc, c'est à Rennes, dans ma ville d'origine. Et donc, je suis déjà investie dans une association humanitaire et du coup, j'aimerais beaucoup m'investir à TBS dans une autre association. Peut-être pas forcément humanitaire. Je suis passionnée de montage aussi et j'ai vu l'association Hotsoft qui me plaît beaucoup. Donc, pourquoi pas m'investir là-bas. J'adore rencontrer des gens. J'ai vu qu'il y avait l'association la Welcome Team qui existait. Je pense que ça pourrait beaucoup me plaire. En plus, ça me permettrait aussi de continuer de maintenir un relativement bon niveau d'anglais. Donc, il y a aussi l'association Cheer Up que je trouve ultra intéressante parce que du coup, moi, je suis investie, mais plus sur le côté côté financier en fait. Donc, apporter de la nourriture, faire des dons, etc. Mais pas vraiment sur le côté humain aussi. Mais là, Cheer Up, c'est vraiment rendre visite à des gens dans des hôpitaux, etc. C'est pas vraiment financier, c'est vraiment juste donner de son temps. Et je pense que ça me plairait beaucoup aussi. Donc voilà. Est-ce que vous vous définiriez comme quelqu'un d'altruiste ? Je sais pas vraiment si je suis altruiste parce que dans le fond, ça me fait du bien de faire du bien aux gens. Du coup, je prends un peu un bénéfice là-dessus. Et si j'étais pleinement altruiste, je pense que ça me ferait même pas vraiment quelque chose. Mais oui, j'aime beaucoup aider les gens et je suis surtout quelqu'un d'ultra sensible. Donc, c'est-à-dire que quand je vais croiser quelqu'un dans la rue et tout, je vais me sentir obligée de donner quelque chose, même si des fois j'ai pas grand-chose. Donc, je pars du principe que moi j'ai été vachement favorisée quand même. J'ai été élevée dans un super bon cadre avec une famille très aimante et tout ça. Et qu'il y a des gens, c'est pas forcément leur cas. Donc, je trouve ça important que justement, quand on a été favorisé, de donner de son temps pour ceux qui n'ont pas eu la chance de l'être, quoi. Voilà.
Et est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous auriez envie de faire en termes de parcours, ou est-ce que vous avez peut-être à l'inverse une idée de ce que vous n'avez pas envie de faire en termes de parcours, parce que évidemment pas d'obligation en sortant d'une prépa d'avoir une espèce de projet clé en main, mais vous avez peut-être quand même réfléchi à la question. Alors déjà, je suis sûre que je ne vais pas travailler dans tout ce qui est mathématiques. C'est pas du tout mon truc, j'ai des très mauvaises notes en Faut concours. pas le dire, ça. C'est pas du tout, ça n'a jamais été mon truc. Tout ce qui est maths, data, tout ça, c'est pas trop mon truc. Alors je sais que ça vend beaucoup sur le marché marketing digital, tout ça, mais moi c'est pas trop ce qui m'intéresse. C'est très flou encore dans ma tête, mais j'aime beaucoup le secteur du luxe. Donc pourquoi pas quelque chose dans le management du luxe, etc. Mais faut que je m'intéresse un peu plus parce que je peux pas juste dire que j'ai envie de faire du luxe si je connais pas le nom des personnes qui tiennent les grandes maisons, donc voilà. Et sinon, dans le milieu du tourisme aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai vu surtout que TBS avait un super master spécialisé en tourisme et hospitality à Barcelone. Donc ce serait quelque chose qui m'intéresserait plutôt beaucoup. Voilà. Et sinon, dans le secteur immobilier, mais en école de commerce, il y a moins de choses dans ce secteur-là, il y a moins de masters, donc voilà. En fait, j'aimerais faire un master qui me permette de m'ouvrir toutes les portes après et que je puisse faire ce que je veux dans ma vie, quoi. Et vous mentionniez tout à l'heure Barcelone. Dans la vie des écoles, la dimension internationale, c'est une dimension importante. Vous vous projetez comment vous voyez, j'allais dire seulement, entre guillemets, profiter de ce qui peut être possible à l'école pour partir une fois, ou vous envisagez effectivement de travailler à l'international? Vous avez un peu une curiosité par rapport à ces sujets internationaux? En fait, moi, du coup, comme je le disais avant, j'ai eu beaucoup de chance dans ma famille, dans le sens où j'ai pu quand même beaucoup voyager, et c'est quelque chose que j'adore. Et en prépa, contrairement aux autres étudiants, on n'a pas forcément le temps de voyager. On n'a pas du tout le temps même de voyager, donc j'ai pas eu l'occasion de partir pendant 2 ans. Effectivement, du coup, c'est aussi pour ça que je fais une école de commerce, pour le côté très international. Donc ça m'intéresserait effectivement dans le cadre de l'école, mais j'aimerais bien, effectivement, si c'est possible, faire une année de césure, ou alors directement après mes années d'école de commerce, partir directement à l'étranger, parce que je pense que les opportunités sont pas les mêmes déjà, et les cultures sont pas les mêmes. Ça m'intéresserait beaucoup de voir comment ça se passe dans les autres pays. Peut-être pas faire ma vie à l'étranger non plus, parce que je suis très famille, donc je pense que je retournerai dans ma Bretagne natale par mes parents, mais partir quelque temps et commencer ma vie professionnelle à l'étranger, ou alors la continuer, ça m'intéresserait pas mal, ouais. Je reviens sur ce que vous avez dit sur les secteurs, donc notamment le tourisme. Alors, vous avez d'abord mentionné des typologies de métiers et ensuite un secteur, le tourisme. Oui. Donc, derrière le tourisme, il y a énormément de métiers possibles. Pourquoi ce secteur en particulier? Parce qu'en fait, mon père a fait une école d'hôtellerie et il avait adoré. Et moi, c'était pas vraiment ce que je voulais faire non plus. Mais vu que... Je sais pas comment expliquer, mais c'est quelque chose qui m'intéresse dans le sens où, vu que j'adore découvrir des nouvelles choses et accueillir des gens, je me dis que c'est ce qui me correspondrait bien, parce que j'adore être au contact des gens, donner des bonnes adresses, dans ce sens-là. Donc travailler dans un grand hôtel, pour un grand hôtel, ou travailler pour une grande ville, etc., ça pourrait carrément m'intéresser, parce que déjà de 1, ça me ferait découvrir l'endroit en question, et de 2, ça me permettrait aux gens de leur montrer ce qui vaut vraiment le coup, etc. Et vu que moi j'adore ça, pourquoi pas, quoi. Très bien. J'avais une petite question. Vous avez mentionné différentes expériences qui montrent vos qualités humaines, etc. Projetons-nous dans un exemple de quelque chose d'un peu difficile, d'un peu, je sais pas, je ne vous demande pas du tout de partager des choses personnelles, mais voilà, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de quelque chose qui s'est pas très bien passé, ou d'un échec quelconque, et de la façon dont vous avez rebondi, ou comment vous avez réagi à une situation comme ça? Là encore, entendons-nous bien, voilà, oui. rien de personnel ni de sensible, mais simplement pour avoir une idée de comment vous réagissez face à l'adversité. Je pense que du coup, c'était au Secours Populaire. C'était en début d'année, vers mars. Du coup, j'étais allée pendant les vacances et en fait, j'ai 2 enfants ukrainiens qui sont arrivés et qui parlaient du coup pas un mot d'anglais ni de français, qui devaient avoir... le petit, il avait 3 ans, je pense, et le plus grand, il devait en avoir 7, donc c'était vraiment des enfants. Et on comprenait rien de ce qu'ils disaient, mais il n'y avait pas leurs parents avec eux.
Et du coup, on était un peu... Enfin, on savait même pas vraiment qu'ils étaient ukrainiens, parce que du coup, on comprenait rien, mais on a compris après. Là, ça a été compliqué parce qu'en fait, au Secours populaire, la plupart des bénévoles, c'est des personnes âgées, puisque c'est eux qui ont le plus de temps. Sauf qu'en fait, j'ai découvert à mes dépens que c'était pas forcément des personnes qui savent le mieux parler d'autres langues. Et du coup, ils ont reposé un peu tous leurs espoirs sur moi, dans le sens où ils savaient que j'avais un niveau d'anglais qui était relativement bon, un niveau d'espagnol pas excellent, mais que je pouvais comprendre les bases. Et du coup, ils se sont reposés sur moi dans le sens où il faut que tu comprennes ce qu'ils vont, enfin pourquoi ils sont là, de quoi ils ont besoin. Et moi, je comprenais rien parce que ils parlaient pas la même langue que moi. Et du coup, je me suis un peu sentie démunie. Je savais pas trop comment gérer. Et du coup, en fait, vu que c'était des enfants, je leur ai fait faire des dessins pour m'expliquer. Enfin, je leur ai donné des crayons, des papiers, et puis j'ai essayé de leur expliquer, dessiner pour que je comprenne. Et en fait, j'ai compris que en fait, c'était une histoire horrible. Ils se sont retrouvés sans leurs parents, etc. Mais du coup, avec ça, on a pu les aider au final et leur retrouver un foyer, puis une famille. Mais c'était pas évident parce qu'en plus, c'était des enfants. Ils avaient l'air totalement démunis. Moi, j'étais démunie aussi, donc c'était pas un moment facile. Et surtout, humainement, c'est très compliqué à vivre de voir des petits enfants comme ça et de pas savoir comment faire, quoi faire, où sont leurs parents, ce qui leur est arrivé. Enfin, humainement, c'était vraiment compliqué. Je suis rentrée chez moi le soir, j'étais pas en pleine forme, mais ça m'a appris que même quand on a l'impression d'être démuni, on peut quand même s'en sortir et que les gens sont pas foncièrement méchants. Donc en fait, si on essaye avec eux, ils vont se rendre compte qu'on essaye et du coup, eux aussi vont essayer avec nous. Donc c'est ce qui s'est passé et au final, ça s'est bien passé. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez une dernière question pour conclure ? Peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, est-ce que vous pensez justement que ces qualités que vous avez développées visiblement dans le milieu associatif, est-ce que vous aimeriez les mettre à profit dans le monde professionnel ? C'est-à-dire, est-ce que vous aimeriez avoir un métier plus tard qui vous permettra de mettre en valeur ce que vous avez appris ? En fait, je pars du principe que travailler dans une entreprise, parce qu'en soi, en école de commerce, on se dirige quand même pour travailler dans des entreprises, des grandes entreprises, ou alors monter la sienne. Faut s'entendre bien humainement avec les gens et je pense que le meilleur moyen de faire ça, c'est justement d'avoir une expérience associative ou alors d'être ultra investi dans quoi que ce soit, dans un sport ou quoi, mais ça reste de l'associatif parce que c'est comme ça qu'on découvre les gens et leur mentalité et comment faire pour agir en groupe. Et donc moi, je pense qu'effectivement, ça m'a énormément aidé d'être bénévole au Secours populaire puis d'avoir été présidente du B2E parce que ça m'a permis de travailler avec des gens, de monter des projets avec des gens, de respecter leurs envies, tout en essayant de respecter les miennes, d'apprendre à se comprendre, parce que en fait, c'est facile de parler, mais comprendre ce que la personne a dit en face de soi, c'est pas si évident que ça. Donc, je pense que c'est qu'en faisant des choses comme ça qu'on peut vraiment apprendre à connaître les gens, et on peut pas vraiment travailler sans connaître les personnes et comprendre comment elles fonctionnent. Par exemple, un exemple vraiment tout bête, mais moi, il y avait une fille dans mon BDE, si elle avait pas son café le matin, elle était insupportable. Mais vraiment insupportable. Donc du coup, le matin, on savait que si jamais elle avait pas pris, il fallait lui apporter son café, comme ça, c'était plus sympa. Et puis même, du coup, ça crée des petites blagues avec les personnes, etc. Enfin, ça rapproche quand même pas mal. Donc oui, je trouve ça très important. Parfait, merci. Est-ce que, puisqu'on arrive malheureusement au terme de cet entretien, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez envie de dire dans le cadre de cet échange qui ne serait pas venu par le biais des questions-réponses ? Oui, moi j'avais 2 questions. J'en avais une pour vous, premièrement. Savoir si vous étiez une alumni de TBS, du coup, pour travailler ici maintenant, ou pas du tout ? Alors pas du tout, moi j'ai fait une autre école de commerce. Ok. Je suis une alumni, je suis une ancienne effectivement d'HEC, mais je ne suis pas une alumni TBS. D'accord. Et pour vous aussi, Dimitri, du coup, je voulais savoir, donc vous avez été un des fondateurs de Major Prépa, c'est ça ? Oui. Et je voulais savoir, comment ça vous est venu, cette idée-là ? Je pense que, alors maintenant ça fait un moment et tu as pu bénéficier sans doute des ressources de Major Prépa. À l'époque, ça n'existait pas du tout et je pense que on a voulu avec Mehdi, mon associé avec qui on a créé Major Prépa, créer le site qu'on aurait aimé avoir en prépa. Et il y avait un double intérêt pour moi, le fait de rester d'avoir un pied toujours dans la prépa, parce que c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié et je voulais garder ça une fois intégré en école de commerce. Et puis aussi le fait de se sentir vraiment utile, même d'un point de vue un peu sociétal. Je pense que la prépa, c'est un des derniers bastons de l'égalité des chances. Et voilà, c'était l'idée un peu de valoriser cette filière qui m'a beaucoup apporté, qui nous a beaucoup apporté à Mehdi et à moi, et de faire en sorte qu'elle soit davantage connue, parce que malheureusement, je pense que tu le sais aussi, elle souffre de beaucoup de clichés, cette fameuse prépa. Et donc voilà, c'était un peu cette idée-là. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter.
Et j'espère que vous allez passer un bon moment à écouter tout le reste des gens, parce que je sais que ça ne doit pas être évident de faire passer des oraux toute la journée. Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup et puis on vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Au revoir. Bien, donc Léna, on va faire un petit exercice de débriefing. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cet entretien, de cet oral? Moi, je pense que ça s'est plutôt bien passé, dans le sens où j'ai eu l'impression d'accrocher un peu avec le jury quand même. Après, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'oraux, donc j'ai un peu oublié ma présentation personnelle. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire quand on arrive dans la salle. Là, je me suis pas présentée, j'ai pas dit juste après vous, j'ai pas dit bonjour, je m'appelle Léna. Là, j'ai commencé direct mon texte, on sait pas comment je m'appelle, etc. Donc je trouve ça pas dingue. Donc pourquoi pas refaire mieux la présentation personnelle, mais j'ai oublié de dire que j'étais rennaise, alors que c'est très important. Mais c'est venu quand même dans le courant C'est d'entretien. venu, mais je pense que faut juste garder en tête qu'on a son petit speech. Après, pas forcément s'y coller mot pour mot, parce que c'est pas l'intérêt, faut être quand même naturel, mais juste savoir exactement juste les bases de ce qu'il faut dire, et après se débrouiller. Et sinon, non, j'ai trouvé que ça s'est bien passé. En fait, j'ai pas trop vu le temps passer, donc je pense que c'est ce qui est le plus important quand on passe un oral. Ouais, c'est de pas chercher des trucs à dire tout le temps, et de regarder sa montre et de se dire, voilà, il reste encore 10 minutes, je sais pas ce que je veux dire pendant 10 minutes, quoi. Voilà. Ah, tu veux commencer ou je Non, vas-y. Allez, je commence. Oui, déjà, je suis plutôt d'accord avec toi. Pour le coup, je pense que, t'as vu la note maximale, je crois, l'année dernière. J'avais eu 20, un bon oral à TBS. Je pense que, globalement, c'est un bon oral, voire un très bon oral. Je pense qu'il y a 2-3 trucs perfectibles, mais à mon avis, c'est aussi beaucoup dû au fait que, effectivement, là, on t'a pris un peu au dépourvu, on t'a demandé de repasser un oral en te projetant sur la personne que t'étais l'année dernière, en occultant toute une partie de ta vie qui est quand même ta première année à TBS, donc c'est pas forcément évident. Mais déjà, pour moi, le truc le plus important, c'est que un critère fondamental, au bout des 20 minutes, on a l'impression de te connaître beaucoup plus qu'au début de ta présentation. On a vraiment eu un échange qui était fluide. Je pense que tu es quelqu'un d'assez vrai, authentique, entière. Enfin, ça se voit, en tout cas, ça transparaît dans ta présentation. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est très positif parce que parfois, on a cette frustration, je pense que tu l'as eu aussi en tant que juré, on a parlé 20 minutes avec la personne, mais en fait, on sait pas beaucoup plus, on sait des choses factuelles, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur la personne qu'on a en face de nous. Et ça, du coup, c'était pas du tout le cas et c'est évidemment très, très bien. Je trouve que l'article aussi était bien amené parce que t'as bien compris que c'est un exercice qui est pas purement académique et t'as vraiment aussi distillé des informations sur toi. Et du coup, la conversation était assez fluide, ça nous a permis de transitionner facilement de l'article vers l'entretien. Ça, c'était vraiment bien. J'ai bien aimé aussi les questions à la fin parce que, c'est pas du tout, le but, c'est pas du tout de flatter nos égos et de parler de nos vies et tout ça, mais ça montre que, t'as aussi une capacité d'écoute malgré, là, t'étais pas hyper stressé, évidemment, mais malgré le fait que t'es concentré sur ce que toi tu vas dire, t'as une oreille attentive et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Et après, dans les choses à améliorer, je pense essentiellement, l'introduction, parce que je pense que tu l'avais un peu oublié par rapport à quand t'étais ultra préparé et donc, c'est allé un peu vite et il y a plein de perches qu'on a pu récupérer au fur et à mesure, mais tu nous as pas tendu assez de perches sur le début, mais ça, c'est parce que t'as, encore une fois, été prise un peu au dépourvu. Et après, je trouve que justement, on avait un échange super fluide et c'était très agréable, mais du coup, parfois, je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit qu'on est dans une évaluation et parfois tu t'exprimes très bien, mais tu avais des petits registres de langage qui partaient un peu les comme quoi, beaucoup, c'est un peu inélégant, j'ai noté un machin qui se baladait, un tranquillou, c'est des petites choses comme ça, mais après qui collent aussi à la manière dont tu t'exprimais. Mais parfois c'est peut-être un peu trop familier, surtout qu'à côté, tu t'exprimais hyper bien, donc ça entachait un peu le discours, mais c'est rien de rédhibitoire pour moi. Bon, merci Dimitri. Moi, je suis assez d'accord. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'entretien, c'est que effectivement, il y a des dimensions de sincérité. Donc ça, je pense que c'est important, effectivement. Tout le monde sait que c'est un exercice un peu codifié, mais en fait, pour les membres du jury, ce qu'ils attendent, c'est un échange. Donc un échange, c'est avec une vraie personne qui dévoile des facettes de sa personnalité, de ce qu'elle est capable d'apporter aux autres, au groupe, à l'école, à l'entreprise demain. Donc ça, je trouve que c'était très bien, très naturel, ce qui là aussi n'est pas toujours évident dans un exercice dans lequel on commence. Mais c'est aussi à ça que sert le choix de l'article au départ. En fait, c'est qu'effectivement, il faut choisir quelque chose, ce que vous avez très bien fait, qui vous parle, et puis qui vous permet effectivement
effectivement d'avoir un sentiment de sécurité par rapport à quelque chose de préparé, et puis qui permet ensuite d'échanger plus largement avec le jury. Et effectivement, les membres du jury, ils n'ont pas envie de passer des gens sur le grill, ils ont envie d'échanger avec des gens en se disant oui, je vois très bien cette personne dans l'école, je vois très bien ce qu'elle fera demain. Et donc, il y avait des éléments factuels aussi sur des choses qui ont été réalisées. Donc ça, c'est important aussi parce que effectivement, il faut pouvoir démontrer. Enfin, c'est une chose de dire qu'on a des qualités humaines, mais ensuite, il faut quand même avoir des éléments factuels pour les montrer. Donc là aussi, dans les conseils, et ça, c'était très bien amené. Alors c'est vrai que oui, j'ai noté comme toi le fait que un potentiel petit revers de la médaille du fait que l'échange était très fluide, c'était effectivement de temps en temps des petites touches de langage, mais bon, là aussi, c'est pas, voilà, il faut dans le feu de l'échange, quand les choses se passent bien et effectivement on est dans une attitude tout à fait classique et bienveillante telle qu'on la pratique à l'école, on n'est pas du tout et donc là aussi je pense qu'il faut profiter des moments où on saisit l'occasion de soit reprendre la parole, soit de donner la possibilité de dire quelque chose. Donc les questions, c'est très bien. Il y a d'autres candidats qui préfèrent qui se rendent compte finalement qu'il y avait un sujet sur lequel ils voulaient absolument parler, c'est l'occasion aussi de le faire. Donc ça, c'est effectivement un des éléments qui permettent de montrer au jury que voilà, on est dans un dialogue, on n'est pas dans vraiment la caricature de l'entretien dans lequel on a l'impression que quelqu'un arrive, puis on a appuyé sur un bouton et puis on vous déroule tout le truc, mais on a déjà déroulé 10 fois et donc là, vous voyez tout de suite les membres du jury qui commencent à se mettre un peu en écoute. Oui. Ah ouais, bon, je commence et là, ça va pas. Là, pour le coup, il y avait vraiment de l'engagement dans l'entretien, et ça, c'est un élément important qu'il faut généraliser. Une petite chose aussi qu'on n'a pas évoquée, sur le non-verbal, je trouve que c'était, toute ton attitude, c'était hyper positif. Tu avais une posture sereine, ça se voyait que tu étais bien. Tu regardes les deux membres du jury aussi, ça c'est important. Parfois, il y en a qui se focalisent sur un seul des membres et c'est un peu désagréable pour l'autre du coup. Effectivement, tu es assez souriante et ça pour le coup, c'est quand même agréable, surtout quand on passe beaucoup d'entretiens, d'avoir des gens qui ont l'air contents d'être là. Donc ça, franchement, c'était aussi très très positif et je trouve que ça rehausse encore la prestation. Ok. Moi, juste pour rajouter par rapport aux petits tics de langage, donc là, du coup, ça faisait 10 mois que j'avais pas passé d'entretien. Mais avant de passer mes premiers entretiens, j'avais fait un exercice, c'est juste une petite astuce. J'avais fait un exercice avec ma maman où en fait, je racontais plein de trucs, je parlais de ma vie. Et dès que j'avais un tic de langage, elle me disait genre... Ouais. Ou quelque chose, et du coup ça me faisait oui, il faut que j'arrête de dire ça, et du coup ça me l'avait peu à peu un peu enlevé mon langage, et du coup quand je passais en entretien c'était beaucoup plus fluide, il n'y avait pas de quoi, de du coup, et du coup vous avez enlevé les du coup, j'ai enlevé les du coup, voilà, parce que le classique c'est quand même le du coup. Ouais. Oui. Ça, du coup c'est un fléau, mais c'est un fléau partagé. Oui, c'est clair. Clairement, mais ça me les avait enlevés, là je les ai repris. Mais avant, je les avais enlevés, et c'est juste un petit moyen pour se rappeler que effectivement il y a des mots, c'est pas trop à sortir en entretien, quoi. Ouais, bien sûr. Mais t'as raison, l'entretien se travaille, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça se travaille pas mal. Ça se travaille vraiment. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens en prépa qui, une fois ils ont passé les écrits, ils se disent que l'entretien ça va, mais il faut quand même faire pas mal de recherches sur les écoles. Il faut montrer qu'on s'y connaît quand on arrive devant l'école, parce que même le jury prend le temps d'être là, de faire passer des entretiens. Je trouve ça un peu pas très respectueux, quoi, d'arriver et de rien connaître sur l'école, de connaître aucun master, de connaître aucune association, de rien connaître du tout. Donc il faut prendre un peu le temps de se renseigner aussi, et surtout de connaître le ton de l'école, parce que toutes les écoles n'ont pas le même ton. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui sont plus familiales, d'autres qui sont plus compétitives, donc du coup il faut aussi manier son entretien en fonction de ça, quoi. Oui, je l'avais noté, j'ai oublié de le redire. Bon, après, évidemment, t'es un peu favorisé parce que ça fait un an que t'es là. Mais c'est vrai que c'était très positif, le fait que tu cites plusieurs associations de manière assez précise, des parcours aussi. Ça se voyait que t'avais compris la mécanique. Et ça, pour le coup, ça te distingue de beaucoup d'autres candidats qui, effectivement, ont un peu, parfois donnent malheureusement le sentiment d'arriver un peu les mains dans les poches. Et ça, c'est toujours très, très apprécié par les écoles. Bien sûr. Autant on ne demande pas une connaissance exhaustive, autant le fait d'avoir pris un minimum de temps pour citer des choses qui peuvent être pertinentes par rapport à ce que vous avez envie de faire, c'est évidemment toujours un plus. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, et merci à toi, Dina. Puis bonne chance pour les vrais euros. C'est ça, exactement.